Salut, c'est Pierre et vous écoutez Dream Team, le podcast des personnalités qui font le sport français. Patron de grands clubs, journalistes sportifs, entrepreneurs, politiques, investisseurs. Je rencontre avec vous des femmes et des hommes qui s'engagent dans le monde du sport. Des personnalités qui imaginent le sport qu'on regarde et qu'on pratique. Dream Team, c'est le meilleur terrain de jeu pour comprendre les acteurs et les enjeux de cet écosystème qui fait tant rêver. Je m'appelle Pierre Moreau, passionné de sport depuis toujours, et je compte bien vous apporter à chaque épisode un nouvel éclairage sur cette passion que nous avons en commun. J'espère que cette causerie vous plaira, et si c'est le cas, vous pouvez soutenir le podcast en le partageant à vos amis ou en mettant de belles étoiles sur les plateformes d'écoute comme iTunes ou Spotify. Allez, c'est parti pour cette nouvelle causerie, bonne écoute. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dream Team avec aujourd'hui un format Big Boss. Je suis ravi d'accueillir Alexandre Mullier que j'ai rencontré lors de nos jeunes années entrepreneuriales. La petite histoire, c'est qu'on sous-louait tes bureaux dans une de tes premières boîtes qui était Arto. La première. Ouais, moi j'ai un souvenir assez ému de ce moment-là parce que c'était la première fois qu'on sortait de l'incubateur Sciences Po avec ma brillante associée que tu connais très bien. Je me rappelle de la maman de mon associé qui était venu peindre sur les murs de nos bureaux. Je me souviens aussi de toi qui passait tout le temps et qui était toujours hyper positif, à toujours nous dire ouais, c'est génial, qui venait tester les protos. Donc j'ai vraiment un souvenir ému. C'était aussi un souvenir où j'ai rencontré, et toi, tu as rencontré Alexandre Merle qui était Amandine Merle, pardon, qui était venue t'accompagner sur la suite de Arto et qu'on a fait un super succès à tes côtés. Et puis depuis, tu as lancé beaucoup de projets. Je suis revenu un petit peu sur ton parcours. Tu as quand même fait plein de trucs entre-temps. Tu es repassé par Auchan de manière assez longue. On va parler un tout petit peu de ta trajectoire d'entrepreneur et ta trajectoire chez Auchan parce que le cœur du sujet aujourd'hui, c'est la reprise du club de foot de Versailles. Merci beaucoup Alex d'être là. De rien, c'est un plaisir. Je vais te poser la première question qui est la question un petit peu énigmatique du début, c'est comment on s'entraîne à devenir Alexandre Mullier? C'est vrai que je l'avais entendu cette question j'ai écouté 2-3 podcasts et je me suis demandé quand je l'ai entendu comment est-ce que je répondrais. Je pense qu'on s'entraîne pas. J'ai eu tellement de trucs qui me sont tombés dessus, qui étaient absolument pas prévus, que j'avais pas prévu, que j'avais d'ailleurs même pas envie de vivre, que on s'entraîne absolument pas. Et puis je pense qu'en plus j'ai une situation même familiale qui est un peu particulière, donc je pense qu'on s'entraîne absolument pas. Mais du coup, est-ce que avant de te rendre compte de ta situation familiale et les trucs qui te sont arrivés sur ta tête quand t'étais plus jeune, tu te projetais dans une trajectoire particulière où c'était je veux faire comme mon papa, comme mon grand-père, comme les gens autour de moi. C'était quoi la construction? Alors la construction, c'était avant tout pilote de Formule 1. Ouais. Vraiment. Puis quand j'ai grandi, que je me suis rendu compte que ça allait être compliqué, c'était vraiment entrepreneur. Mais t'avais essayé? Mon père m'a dit tout de suite, parce que c'est très chronophage, ouais. Il m'a dit tout de suite que j'étais trop grand. Aujourd'hui, sur la grille, il y en a 5 qui sont plus grands que moi. Ouais. Il n'y a pas du tout de regret dans ma voix. Et donc après, non, c'était entrepreneur tout de suite. Et entrepreneur pour peut-être faire comme mon grand-père, sûrement. J'ai été conditionné et surtout, il m'a, je pense, beaucoup inspiré. Ouais. Mais c'était surtout parce que j'avais besoin de comprendre les choses. Et entrepreneur, c'est observer et mettre en application. Et moi, j'aimais comprendre comment les choses fonctionnent. Je démontais tous mes jouets. Donc, je me suis toujours dit que j'allais être entrepreneur. Ouais. Et je me suis toujours dit aussi que jamais j'aurais travaillé dans un grand groupe, que ce soit celui de mon grand-père ou un autre. Ouais. Et finalement, tu te projetais dans la Formule 1, donc c'était peut-être ton sport fétiche. On va reparler du foot, mais le foot, c'était quoi dans tes jeunes années? C'était pas encore quelque chose de très structurant? Rien du tout. Ouais. Alors, j'ai vécu en Italie entre 1994 et 96 et on habitait juste à côté du stade San Siro. Donc, j'ai quand même été baigné dans le foot pendant 2 ans et demi et de manière assez profonde. On allait à tous les matchs du Milan AC. On habitait c'est dans mes souvenirs, mais 500 mètres, je pense, du stade San Siro. Donc, on était baigné dedans. Et puis, à Milan, t'es vraiment dans une culture foot. Ouais. Ensuite, j'ai joué avec des amis. J'ai joué au Five comme tout le monde jusqu'à, je pense, 2016. Et en dehors de ça, sportivement, il y a quasiment rien eu. J'ai jamais lu l'équipe sur le foot. Je pense que si tu m'avais demandé il y a un an qui je connais comme joueur de Ligue 1, en dehors de certaines stars du PSG, j'avais Jonathan David peut-être en tête. Ouais. Mais qui jouait à Lille, pour le coup. Qui jouait à Lille. Voilà. Et donc non, vraiment rien. Après, le foot a toujours été hyper présent dans mon management. Ouais. Pourquoi? Parce que je pense que c'est mon père qui m'a un peu inculqué ça. J'aime
partager les choses le plus simplement possible, parce que si les gens comprennent pas, on peut pas être aligné, donc on peut pas réussir pour moi. Et donc les analogies, les comparaisons, les images ont toujours été importantes, et le foot m'apparaissait comme une super analogie en fait du monde de l'entreprise. Et donc quand j'expliquais un peu ma vision, que j'expliquais leur rôle aux gens, ça passait très souvent par le foot. Et quand on a posé le projet Auchan, c'était un terrain de foot. Je voulais trouver quelque chose qui soit très simple à comprendre et où on avait une facilité à se projeter. Donc voilà ma relation au foot. Mais donc réellement au foot, c'est zéro. Et le foot dans la famille, dans ta famille, c'était pas non plus grand chose. Non. Tu peux me rappeler une petite anecdote que tu m'avais dite en off sur ta grand-mère ou ton grand-père avait à côté de Agnelli. Non, vraiment zéro foot, mais du côté de mon père en tout cas zéro. Du côté de ma mère, j'ai mon oncle mon parrain, il a pas mal joué, mes cousins un petit peu, mais réellement c'est pas du tout une famille de footeux. Et non, l'anecdote qui est assez drôle, c'est que mes grands-parents, parce qu'à l'époque on était assez proches des Agnelli, parce qu'on devait racheter ou on avait racheté la Rinascente, et mon grand-père et ma grand-mère avaient été invités à un match de Ligue des Champions, je pense un gros match, avec la Juve qui jouait contre je ne sais plus qui. Et ma grand-mère ne connaissait même pas les règles. Et au moment où l'autre équipe a marqué, elle s'est levée pour applaudir. Voilà. Donc vraiment rien du tout. Ok. La Juve, faut quand même vraiment rien connaître au sport pour pas savoir que c'est les rayures noires et blanches, quoi. Tu disais que très tôt, tu as senti que tu voulais être entrepreneur. Tu avais ces rôles modèles de ton grand-père et des cousins de ton grand-père et de toute cette famille. Tu peux nous expliquer ce que c'est de naître dans une famille d'entrepreneurs et a fortiori d'avoir un grand-père qui a particulièrement réussi sa vie d'entrepreneur? C'est difficile comme question, mais à la fois en actif et en fardeau, qu'est-ce que ça constitue? Moi, je pense que la première chose, c'est que ça m'a... J'arrête pas de dire que je suis monsieur impossible. Je peux pas comprendre qu'une chose ne soit pas possible. Je pense que ça me vient quand même de lui, parce que quand on monte une boîte comme Auchan, où d'abord c'est du B2C, t'es dans le quotidien des gens, t'es dans des hypermarchés qui sont énormes. En fait, tu te dis qu'une personne que tu fréquentes tous les jours, qui paraît parfaitement normale, a réussi à monter un truc pareil. Je pense que ça m'a apporté justement donc la capacité à ne jamais dire que c'est impossible. Je pense que ça m'a aussi ouvert beaucoup de portes. Voilà, c'est assez classique, mais ça m'a ouvert beaucoup de portes. Et la responsabilité, c'est pour ça que moi le projet Auchan a été aussi important dans ma vie. La responsabilité de te dire que tout ce que t'as, en fait, tu le dois aux gens qui bossent dans les entreprises. Donc t'as une attention hyper forte à essayer d'améliorer les choses pour ces gens-là, quoi. Après, je pense qu'il y a 50 autres choses, mais c'est peut-être les 3 points principaux. On reviendra un petit peu, tu as quand même déjà pas mal cité de ton propre chef, ton grand-père. Je suis pas mal critiqué pour ça. Ah oui? Pourquoi? Parce que beaucoup de gens pensent que je me fais mousser ou que j'essaye de gagner en crédibilité en le citant, mais c'est pas du tout ça. C'est une inspiration colossal pour moi. Mais ça, c'est un signal que t'entends du Nord, c'est pas un signal que t'entends par ailleurs. Non, du Nord. Tu fais bien de le préciser, sûrement. Sûrement. Non, je pense que, bon. Au contraire, c'est presque un étendard, un trophée. Complètement. Tu vois, pas un trophée. Pas un trophée, un étendard. Je suis fier, en fait. Et tu fais le M de Lyon. T'as fait quand même un passage en école de commerce. On n'en parle pas trop, mais et en fait que j'ai abandonné. Que t'as abandonné? T'as pas terminé? Non. Ah bon? Mais j'ai fait 2 ans de prépa que j'ai adoré, et je suis rentré à l'EM Lyon, et à peu près à ce moment-là, je pense qu'on a dû me donner mon premier livre business. Je sais plus exactement lequel c'était, et j'ai toujours lu énormément. Et en fait, j'ai commencé à lire des choses passionnante. Quand tu réfléchis à ce que c'est un bouquin, quand t'as Peter Thiel qui écrit un bouquin, il se prend 1 an de sa vie pour résumer 25 ans d'apprentissage. Et je comparais en fait à ce que je vivais en cours, et je pense que c'était pas une bonne période pour l'OM, et j'étais pour l'OM. Pour l'EM. Il y a que des bonnes périodes pour l'OM. J'ai monté ma boîte pas des problèmes. Arto, que tu connais, en 2010, en me disant que comme c'était Entrepreneur for the World, que j'allais pouvoir récupérer des crédits, et comme la boîte s'est lancée et que j'ai jamais pu faire machine arrière, je suis jamais revenu. Je suis revenu en fait. J'ai n'importe quoi. Je suis revenu 1 mois en me disant qu'avec une journée par semaine, j'allais pouvoir obtenir mon diplôme, et c'était impossible. Donc je suis pas diplômé. Je pense que je suis en pause illimitée. Jusqu'à quand?
Je suis pas sûr que je revienne un jour. Ouais. On revient sur Arto, c'est ta première expérience entrepreneuriale. Pourquoi Arto? Enfin, pourquoi donc Arto, c'est un éditeur de meubles design. Aujourd'hui, ouais. Ouais, aujourd'hui. C'était quoi le projet, l'envie? Aujourd'hui, c'est une marque de mobilier, on va dire, design. À la base, je suis assez fier. Je pense que c'était la première DNVB française. Ouais. Digital Native Vertical Brand. Ouais. Ouais. Et donc au début, je voulais monter ça avec un pote qui est d'ailleurs celui qui a racheté aujourd'hui Arto. On s'inspirait pas mal de MyFab, je sais pas si vous vous souvenez à l'époque. Tu peux me tutoyer. Ouais, j'imagine. Ouais, t'imagines les millions d'auditeurs. Exactement. Et en fait, on a regardé, il y avait déjà des compétiteurs, donc moi je me suis dit que ce qui m'intéressait le plus, c'était de rendre accessible. Il y a toujours eu ce truc d'accessibilité, tu vois, familiale. Et moi, je voulais en fait permettre à des gens, mais qui aimaient les belles choses, de pouvoir acquérir des meubles de qualité, vraiment de qualité. Je parle de la partie conception-création et la partie qualité du produit. Ouais. Et le truc qui me paraissait le plus logique, c'était d'aller directement produire dans les usines. Donc à l'époque, j'avais moins ce côté faire en France. Et donc j'allais à 23, 24 ans, 10 fois par an en Chine, avec mon bâton de pèlerin, à négocier avec les usines directement pour produire les designs que j'avais fait faire par les designers du VIA de l'époque. Ouais. Et est-ce que quand tu te lances dans cette première aventure entrepreneuriale, tu sens le poids, tu sens que t'es scruté parce que c'est ta première initiative entrepreneuriale et tu viens d'une famille très entrepreneuriale qui a, en tout cas sur la génération, pas la tienne et pas forcément celle de vos parents, mais celle d'avant, beaucoup de succès. Est-ce que où t'es assez léger, tu te sens, tu vois? Pas forcément sur le regard des autres, mais moi je me suis toujours mis une énorme pression. Ouais. Je pense que mon ambition vient de là. Alors j'ai toujours dit que j'ai jamais été dans l'ombre de mon grand-père, mais j'ai toujours eu envie je suis un compétiteur, je veux gagner le championnat. Donc tout de suite, je me suis mis la pression à moi-même. D'ailleurs, c'est ce qui fait que j'ai planté la boîte au départ, parce que je suis beaucoup trop gros, beaucoup trop vite. Hein. On n'avait pas de Lean Startup à l'époque, encore moins du Lean. C'est pour ça que tu es obligé de sous-louer tes bureaux à des petites boîtes comme nous. Exactement. Non mais tu rigoles, mais on avait un grand bureau parce qu'on internalisait tout en fait. Et moi j'ai toujours tout internalisé parce que je considère que une entreprise c'est des gens, et il faut qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et si t'es sur 3 à 4 projets en même temps parce que t'es freelance, et t'avais ta logistique même en bas, non? On avait la logistique, une partie du stockage, le studio photo, les bureaux au même endroit. Tout ça dans Paris République. Et comme c'était assez variable, tu sais, le chiffre, et à un moment on a dû sous-louer une partie. C'est comme ça que t'es arrivé dans nos bureaux. Donc non, j'ai pas ressenti de l'extérieur. Je pense que je me suis mis la pression peut-être à moi tout seul, mais de l'extérieur, non, ça remonte à 15 ans quasiment. Hein, non, mais je pense que j'aurais pas aimé travailler avec moi à l'époque. Parce que je pense que j'avais j'ai tout de suite eu envie d'être d'aller très vite et d'être reconnu et d'être déjà quelqu'un qui était dans le succès. Et je pense que je devais être insupportable parce que j'avais rien comme expérience. Et comme je lisais beaucoup, je connaissais pas mal de choses. Et je pense que j'ai eu et je pense que c'est pour ça un manque de recul, manque d'humilité, manque de remise en question, qui sont aujourd'hui des principes qui sont au cœur de ma manière de voir les choses. Je voulais revenir un petit peu sur Arto parce que c'est la première, mais t'as été aussi à l'origine cofondateur de pas mal d'autres boîtes, dont une grosse agence qui s'appelle ORES, qui a été créée aussi dans le Nord, non? Enfin, c'est tes copains du Nord avec qui t'as fait ça. Cooper, ça peut paraître un petit peu décousu mais en fait ce qui s'est passé c'est que moi j'ai toujours eu je te le dis, la responsabilité familiale, etc. Et en plus de ça, comprendre le quotidien des gens, pour moi c'est un truc qui a beaucoup de sens. Et quand tu réfléchis au retail alimentaire, c'est on va dire la deuxième étage de la pyramide de Maslow. Donc j'ai toujours été passionné par ça. Et en parallèle de ça, moi je voyais l'espèce de mur arriver parce que tous les bouquins que je lisais me permettaient de comprendre un peu les patterns, les schémas communs, les conditions de réussite, on va dire, les paramètres de réussite des entreprises qui commençaient à vraiment éclater le game en termes d'exécution opérationnelle, les Amazon et consorts. Et donc je voyais ce truc arriver. J'étais passionné par Auchan, mais j'ai quand même voulu monter ma boîte à l'extérieur. Et en fait, j'ai quand même rejoint le board d'Auchan e-commerce en 2011. Et donc je me suis vraiment encore plus pris de passion. J'allais faire des commandes, j'étais tout le temps partout parce que j'avais besoin de comprendre. Donc j'avais Arto et en même temps j'avais Auchan c'était pas une journée par mois, tu vois. Le board. Ça me prenait, je pense, peut-être 50% de ma charge mentale et 30% de mon temps.
Et donc à un moment, Arto, ça s'est terminé pour des raisons autres que Auchan. Ouais. J'ai monté Aurès avec 3 amis de ma femme qui font partie de mes meilleurs potes aujourd'hui. C'est un énorme succès Aurès. Aujourd'hui, c'est un énorme succès. C'est combien de chiffre d'affaires je pense qu'ils ont fait pas mal de build-up, mais je pense que ça dépasse les 50 aujourd'hui. Ouais. Oui, il faudra vérifier, mais ouais. Je me suis totalement détaché de ça. Et donc, on a monté Aurès, et moi, j'avais toujours le board d'Auchan e-commerce à côté, et pourtant, moi, j'ai monté le département production, parce que le concept, aujourd'hui, tout le monde fait de la prod en interne, mais à l'époque, c'était agence de pub avec la prod en interne, et moi, j'étais celui qui développait le département production. Et donc, ça prenait beaucoup de temps, mais Auchan me bouffait le cerveau. Et à un moment, j'ai décidé de rentrer opérationnellement chez Auchan Direct, donc toute la partie commerce alimentaire, parce que on n'a pas le temps d'expliquer tout ça, mais c'était un move aussi tactique. Moi, je considérais que c'était la prochaine vague du e-commerce en France. Ouais. Il y avait le sujet de la conception produit, expérience client, et quand tu as de la data qui est aussi fraîche toutes les semaines, tu peux vraiment bâtir un projet qui est assez incroyable. Il y avait Amazon Fresh qui se développait, Google Shopping Express, Instacart. Et donc, je suis rentré là-dedans, et donc j'ai abandonné Aurès. Et j'ai revendu d'ailleurs la moitié de mes parts au nominal à mes associés, parce que j'y avais passé que 2 petites années. Et donc, je suis rentré chez Auchan Direct, et j'ai passé 4 ans exceptionnels où j'ai bossé avec des gens vraiment, vraiment top. Je pense qu'on avait... Ça te bouffait le cerveau, excuse-moi, je te coupe, ça te bouffait le cerveau Auchan parce que tu dis il y a un truc à faire. Et moi, un peu jeune génération, j'ai un peu une idée de l'endroit où on peut aller, ou c'est parce que tu avais tu disais un peu une responsabilité. Responsabilité, évidemment, mais surtout, j'avais la sensation, et je pense que j'avais vu juste à l'époque, alors les gens vont crier quand ils vont m'entendre, mais j'avais la sensation de savoir ce qu'il fallait faire. Et c'est un peu ce que j'ai fait quand j'ai pris les rênes d'Auchan en 2021. C'était un retour aux sources, retour à l'ADN, au bon sens entrepreneurial de mon grand-père et au bon sens entrepreneurial, on va dire, classique. La culture d'Auchan. Ouais. Donc le focus sur le développement des gens, le terrain, la promotion interne, la méritocratie, etc. Mais d'y associer à ça une vraie transformation technologique. Et je mets pas de transformation digitale, je parle de transformation technologique. Utiliser la technologie pour faire mieux. Et donc c'est pour ça que ça me bouffait le cerveau. Je pense que je lisais plus de 50 bouquins à l'époque par an. Parce que j'avais besoin vraiment de comprendre le truc. Et donc à un moment, je me suis dit, ça sert à rien de continuer en tant que board member parce que une journée par mois où tu as 10% de temps de parole, c'est pas là où tu vas aller faire quoi que ce soit. Et pas mal de gens m'ont convaincu de rentrer chez Auchan. Je regrette absolument pas, j'ai passé 4 années géniales comme je le disais. Mais après je suis monté au board Auchan et après au board Auchan International et j'ai participé à des prises de décision qui ont fait qu'en 2018 on a réuni au sein de la même marque et au sein des mêmes bureaux tout le monde Auchan. Et donc Auchan Direct a été récupéré par les boîtes, les équipes dans le Nord. Nous c'était à Paris. Et donc bon, le truc est un petit peu tombé. Et à ce moment-là, on m'avait déjà proposé 2 fois de prendre la présidence d'Auchan France. Et une deuxième fois donc ça capote. Et je me dis bon, terminé, croix rouge sur Auchan, j'arrête d'y penser. Et le coach que je voyais à l'époque me fait remarquer fin décembre 2018, c'est bien que je refasse le déroulé des choses, fin 2018, me dit t'es censé avoir fait une grosse croix sur Auchan, mais 90% du temps qu'on passe, tu me parles d'Auchan. Et donc il me dit, si on te l'a déjà proposé 2 fois, est-ce que tu penses qu'il y a des chances, si tu te dis que c'est ton objectif de récupérer cette présidence, est-ce que tu penses qu'il y a des chances que tu la récupères vraiment la 3e fois? Et donc ça me paraissait évident, je dis bah oui évidemment. Il me dit bah voilà, choisis ce qu'il y a de mieux à faire. Et donc c'est là que je suis rentré, j'ai consulté pas mal de gens, dont mon père et Vincent Mignot qui était le directeur général d'Auchan France à l'époque, et pour moi qui était un mec vraiment vraiment top, un grand connaisseur de l'entreprise. Et il me dit le mieux, tu deviens chef de rayon. Auchan est une fédération de chefs de rayon au final. Si tu enlèves le e-commerce aujourd'hui, t'as à peu près 5000 chefs de rayon et c'est eux qui portent le business. Et c'est un métier qui est extrêmement complet, qui permet de comprendre comment fonctionne le commerce, le vrai commerce. Et il me dit, si t'as le courage, tu fais fruits et légumes et là, c'est bon, t'as fait le tour d'un truc qui est vraiment compliqué. Et donc je suis rentré. Pourquoi c'est compliqué, fruits et légumes? Bah parce que t'as 1 à 2 jours de stock. Ouais. Mais t'as un roulement qui est énorme. T'as 56% des gens, enfin en tout cas à l'époque, qui passent par le rayon fruits et légumes dans un hypermarché, quoi. Donc et puis t'as l'approvisionnement qui est compliqué. Tu dois trouver les meilleurs talents. Vraiment, les agriculteurs, c'est des talents, et c'est compliqué de les trouver, de les motiver. Aujourd'hui, ils ont le choix d'aller avec les meilleures entreprises. Donc tout est compliqué dans
dans les fruits et légumes. Et puis physiquement, tu n'arrêtes pas toute la journée de remplir ton rayon. Et les fruits et légumes, ça pèse lourd. Je me suis d'ailleurs bien esquinté le dos pendant cette année. Et donc je rentre en tant que chef de rayon fruits et légumes en février 2019 en me disant, je me donne 1 an, j'apprends le métier, le cœur de métier. Je fais de la politique parce que je travaillais le samedi, donc le mardi, je rencontrais plein de directeurs de magasins, des gens de la famille, etc. Et je vais gagner en crédibilité aussi. Et je pense que les gens se diront qu'à 35 ans, se mettre du plomb dans l'aile comme ça prouve qu'on a envie de le faire, quoi. Ouais. Et je me levais à 2h30 du matin, j'avais 1h30 de transport pour arriver au magasin, je revenais à 22h parce que le métier, on dirait pas, mais c'est un métier qui est extrêmement compliqué. Surtout aujourd'hui avec les outils qu'on a, les interdictions, les process obligatoires, etc. Et donc j'ai arrêté en février 2020. Et en février 2020, donc ça avait donc pas fonctionné. Et finalement, en juin 2020, on m'a proposé de prendre la présidence d'Auchan, qui s'est transformée en une vice-présidence, où je devais choisir le président pour m'accompagner pendant 1 an. Et donc je suis rentré en tant que vice-président, mais dans les faits, je dirigeais la boîte, le 11 janvier 2021. Et la première personne que j'ai recrutée, c'est Fabien Lazare, que tu connais aujourd'hui, qui était mon directeur de cabinet, secrétaire général Auchan France et directeur de cabinet, mon directeur de cabinet. Et on a bossé pendant 1 an dans l'adversité la plus totale. Et on a bossé vraiment H24 ensemble pendant 1 an. Tu l'as rencontré, en fait, raconte l'histoire, c'est que tu l'as rencontré, lui, il était... Alors lui, il est fils agriculteur. Enfin, il est fils agriculteur. Ouais. Ses parents ont une exploitation de cerises au pied du Mont Ventoux. Ouais. Mais c'est un mec qui a été en prépa à Nîmes, qui a fait l'EDEC, plutôt typé finance, qui a bossé chez Carrefour pendant des années, qui a terminé au comité d'investissement de Carrefour, donc là où il valide les CAPEX et je pense un peu d'investissement start-up et autres. Et il a monté une boîte qui s'appelait Tête Bêche, qui en gros installait dans les hypermarchés des stands de fruits et légumes en vente assistée. Nous, on est en libre service, en vente assistée. Et en gros, le gros du sujet, c'était de capter les meilleurs agriculteurs pour avoir les meilleurs fruits et légumes. Et donc, je l'ai rencontré un jour où je me baladais dans le magasin de Olivet avec Vincent Wadou comme directeur. Et donc je vois quelque chose que j'ai pas l'habitude de voir et je me rapproche et je vois des fruits et légumes d'une qualité exceptionnelle. J'ai mangé, je pense, la meilleure poire commise sur ces stands. Et lui était associé justement pour cette raison-là avec un mec qui s'appelait Loïc Popiolec, un mec plus grand que nature, breton, complètement fou, mais qui était agent d'agriculteur et agent de footballeur. Parce qu'en fait, c'est la même chose. C'est trouver des bons agriculteurs aujourd'hui, c'est un métier, c'est dur. Et lui avait réussi à les capter. Il était responsable de beaucoup d'agriculteurs chez Grand Frais. Et donc moi je leur ai dit je veux votre stand absolument chez moi. Donc ils l'ont installé. J'ai donc commencé à connaître Fabien et Loïc. Fabien, je pense que notre première rencontre, il a eu beaucoup de mal avec moi. Je pense qu'il t'en a parlé, non ? Non. Petite anecdote où il m'a dit c'est qui ce mec qui me laisse pas parler, qui me coupe à chaque phrase. Puis il s'est rendu compte que c'était juste comme ça que je fonctionnais, que c'était pas de la malveillance. Et Loïc est décédé en 2020 du Covid, en 1 mois de temps. Et à partir de là, on s'est un peu fréquenté avec Fabien. Et le jour où j'ai su que j'allais prendre la présidence d'Auchan France, je savais que j'avais besoin d'un bras droit. Ouais. Et donc j'ai fait assesser 4-5 personnes. Ils ont commencé par Fabien. Donc assessment, c'est, pour ceux qui connaissent pas, c'est tester de manière très profonde un candidat pour un recrutement. Voilà, avec des tests psychologiques, des entretiens, etc. C'est la meilleure manière de s'assurer qu'on se trompe pas. Ouais. Donc tu établis ton success profile et tu vérifies que la personne est bien complémentaire des personnes avec qui ils vont travailler, etc. Et Rémora, le cabinet avec qui je travaillais, m'appelle après Fabien en me disant je pense que ça sert à rien que tu vois les autres. Fabien, c'est une machine de guerre de travail et d'intelligence. C'est une complémentarité quasi parfaite. Tu connais les radar charts dans le foot sur FIFA. Nos 2 radar charts superposés, c'est un cercle. Et quand tu prends les meilleures notes. Et un alignement parfait en termes de valeurs et de principes de vie, etc., d'ambition. Et donc on a travaillé ensemble. Il m'a rejoint, je pense. J'ai regardé la dernière fois, mais je pense même pas 1 mois après que je prenne mes fonctions. Ouais. Et on a passé toute notre année vraiment à 2 systématiquement. Et donc ça s'est terminé. Pour des raisons que tu n'évoques pas. Non, aussi c'est tout simplement un désalignement. Alors ça paraît désalignement stratégique. On voyait pas les choses de la même manière avec l'actionnaire et
Et à un moment, je pense que c'est pas bon pour l'entreprise d'avoir les dirigeants qui se battent avec l'actionnaire. Alors tu pourrais dire, oui, mais c'est pas toi l'actionnaire. Non, on est plusieurs au sein de cette famille. Ouais. Et donc il a été décidé qu'on se sépare, quoi. Ouais. Et donc fin 2021. Donc moi je me retrouve sur le carreau, si je puis dire sur le carreau, mais en gros sans projet. Avec Fabien, on se regarde, tout de suite on se dit que c'est sûr et certain qu'on va continuer l'aventure ensemble. Ouais. Et donc lui... n'importe quelle aventure. C'est n'importe quelle aventure. Ouais. Non, vraiment n'importe quelle aventure. En fait, juste, on veut être ensemble. Oui, c'est ça. Non, mais ça paraît rigolo, mais c'est. Non, c'est pas rigolo. Je trouve ça fascinant, en fait. Je trouve ça. Je souhaite trouver une âme sœur professionnelle comme ça. C'est exactement le mot que j'utilise. Ouais. C'est une âme sœur professionnelle. Ouais, c'est quelqu'un qui un âme frère. Ouais. Non, vraiment un âme frère. Ouais. Parce que quand tu trouves quelqu'un qui t'est aussi complémentaire, généralement, tu peux ne pas forcément être compris. Mm-hmm. Tu peux avoir quelqu'un qui peut casser ton énergie. Et Fabien, en fait, on le voit comme quelqu'un qui est plutôt l'homme de l'ombre, réservé, analytique, etc. Mais c'est un mec qui est d'une créativité, d'un sens de l'observation, d'une intelligence, d'une sensibilité qui est en fait dingue. Donc c'est-à-dire qu'en fait, lui, il est très focus. Donc il est sur ces sujets. C'est le vrai dirigeant opérationnel du club, c'est lui aujourd'hui. Mais à chaque fois que moi je l'emmène sur un de mes sujets, que ce soit des sujets de projection à très long terme, des sujets de créativité, même des sujets de design, il est aussi présent que moi. Ouais. Donc on s'est partagé les rôles, mais il n'est pas moins bon que moi. Ouais. Et en fait, moi, je lui ai donné toute la responsabilité du club. On est associés aujourd'hui, mais on était plutôt un partage DG-président. Ouais. Parce que, à quoi bon, en fait, me réserver des choses pour lesquelles je le sais qu'il est bien meilleur que moi. Toi, ouais. Je dis pas que je suis nul, tu vois, le management, je pense être un très bon manager. Ouais. Je me rends compte qu'il est meilleur. Ouais. En fait, je suis plus un leader, tu vois. Ouais. Et donc, voilà. Donc coup de foudre professionnel qui, grâce à cette aventure Auchan, où finalement, tu as voulu revenir chez toi, enfin, chez Auchan. Ça n'a pas vraiment mené vers là où tu souhaitais, le plan que tu voulais implémenter. Est-ce que bon là on va parler bientôt du FC Versailles, mais est-ce que ça reste une blessure? Est-ce que tu dis que tu y retourneras Alors pour la petite histoire, là c'est un scoop, je sais pas si je suis censé le dire, mais en vrai je m'en fous. Quand ça s'est terminé, j'ai essayé de racheter Auchan France. Mm-hmm. Pour te dire à quel point, moi, si j'avais dû mettre 95% de mon héritage, donc 95% de risque, j'aurais pu mettre la quasi-totalité de mon héritage là-dedans parce que d'abord, je crois énormément à l'évolution de la grande distribution, même en revenant en arrière sur les principes fondateurs. Et surtout, moi, je me considère vraiment comme un entrepreneur à 2000%. Et en fait, il n'y a rien de plus important pour moi que d'œuvrer, tu vois, au bien commun. Et le projet qu'on avait pour Auchan, à 2050, c'était une boîte à impact positif à tous les niveaux, soit socialement, écologiquement. Donc j'étais vraiment très, très attaché à ça. Ce que j'ai expliqué dans un autre podcast, c'est que j'utilisais pas le mot blessure, mais je pense que c'est une blessure dans le sens tristesse profonde d'avoir dû lâcher, même si je suis pas responsable de ça, mais j'ai quand même lâché 70 000 personnes qui, je pense, avaient besoin de quelqu'un qui soit careful vis-à-vis d'eux, qui s'attache vraiment à eux, tu vois, leur bien-être, leurs besoins et qui les accompagne pour qu'ils puissent performer, parce que performer, le succès rend heureux. Hein. Et donc voilà. Donc pas frustré, parce que je me suis rendu compte que de toute façon, quoi qu'il arrive, c'était vu ce qui s'est passé, ça pouvait pas fonctionner. En tout cas pour moi, dans ce système, dans ces conditions-là. Et donc on est passé à autre chose. Mais oui, blessure. Ouais. Aujourd'hui, je fais un peu exprès, tu vois, de ne plus trop. Je fais pas exprès de temps en temps, mais de me détacher totalement. Mais si c'était à refaire, si aujourd'hui on me proposait de reprendre Auchan, je pense que j'irais les yeux fermés. Ouais. Alors même que même l'environnement est plus le même aujourd'hui. Ouais. La bonne histoire de tout ça, c'est en effet ta rencontre avec Fabien, et quoi qu'il arrive, coûte que coûte, vous lanceriez un projet. S'il m'abandonne aujourd'hui. Ouais. Et je prends le lexique du couple. Hein. S'il m'abandonne aujourd'hui, s'il me quitte aujourd'hui, je pense que j'arrête. Ouais. Je pense que j'optimiserai mes différentes boîtes et tout, mais j'arrêterai. Ouais. Tu l'as un petit peu dit tout à l'heure, parce que je suis revenu sur les autres boîtes que tu as lancées, tu t'es retiré de l'opérationnel, mais
Moi, je te vois souvent comme un peu l'étincelle de pas mal de projets. Non, tu vois, je me trompe, mais on va en parler. Tu t'es mis sur plein de projets, tu as ramené du capital, tu as ramené ton énergie, tu as ramené les premières années, les 2 premières années d'impulsion, et puis tu t'es retiré sur certains projets. Là, tu t'attaques au FC Versailles, c'est un projet qui nécessite du long terme. Enfin, d'ailleurs, tu vas nous dire, hein, si tu te projettes dans un truc de long terme, je pense que oui. Est-ce que tu es d'accord avec ce truc de dire vas-y, développe? Non, pas du tout. C'était grâce à Auchan, mais pour les entreprises que j'ai créées, c'était à cause d'Auchan. Ouais. Parce que en fait, je monte des projets. Ores, ça se passait super bien. J'ai jamais vu une croissance pareille que celle qu'on a eue avec Ores au départ. Mais je suis parti parce que je sentais que j'estimais qu'Auchan avait besoin de moi et que, en tout cas, je pouvais apporter de la valeur à Auchan. Ouais. Donc j'ai abandonné Ores et j'ai créé, je suis rentré chez Auchan. Mais en parallèle, j'avais aussi l'idée de Cooper à ce moment-là. Donc j'hésitais entre soit arrêter Ores, soit Cooper ou Auchan. Donc Cooper, c'est sans doute hérité de tes nombreuses lectures. Ouais, exactement. En fait, moi j'avais systématiquement un stabilo sur moi et je stabilotais tous les éléments essentiels de ce que je lisais parce que j'étais angoissé à l'idée de perdre tout ce que je lisais. J'avais bien conscience de la courbe de l'oubli. Ouais. Donc je stabilotais, je faisais mes résumés moi-même sur Evernote à l'époque. Il y avait un super moteur de recherche et je passais à des potes mes résumés. Et puis à un moment, j'ai mis ça sur un blog. Et après, je me suis dit, quand je suis parti chez Auchan, je vais proposer à un de mes potes, Alexandre Bruno, qui est aujourd'hui le DG de Kretz, de lancer Cooper. Donc on l'a lancé à 2, mais moi je suis pas l'entrepreneur opérationnel, contrairement à Ores, Arto, etc. Ouais. Et donc je monte Ores, je quitte parce que opérationnellement je rentre chez Auchan. Et ensuite 2018, je rentre chez Auchan en tant que chef de rayon. J'ai lancé parce que j'avais des disponibilités à un moment et j'ai arrêté parce que je suis rentré chez Auchan. Ouais, ok. Et non, moi ce qui m'intéresse c'est le méga long terme. Ouais. Ok. Le start m'intéresse beaucoup moins que la pérennité. Ok. Ouais, tu vois, parfait que tu le reprécises. Faut qu'on attaque le FC Versailles là. Ok. Donc rencontre amoureuse avec Fabien. C'est là où vous commencez à broser pas mal de projets. Vous êtes un peu écrit les 3-4 vagues. On s'est fait une matrice boîtes, avec tous les paramètres parce que j'avais déjà fait l'exercice avant, donc on l'a refait avec Fabien pour être sûr de là où on allait se projeter. Ouais. Juste, Fabien, il a pas les mêmes coups des franges que toi capitalistiquement, je suppose. Comment ça, c'est un truc que vous gérez, que vous avez géré Très simplement. Ouais. Il a 30% de la holding qu'on a à 2. Ouais. Et tant que j'ai pas récupéré l'argent que je mets, il touche pas. Et mais je trouve ça très sain en fait. Ouais, bien sûr, bien sûr. La création de valeur, elle est partagée. Il a 30% du capital. Je pense qu'en plus il va monter à 34 le jour où on est passé justement sur apport-retrait positif. Ouais. Et il n'y a pas de projet sans lui, donc. Ouais. Ok. Donc ça n'a pas posé problème. Vous avez commencé à faire une matrice de tous les projets. Le football, c'était pas forcément un des trucs pas du tout. Les plus prioritaires. Pourquoi faut que je remette les choses dans l'ordre, mais en fait, on avait le sujet start-up, création de boîte quand même si je te dis que je suis pas sur le start. Je considère que quand tu startes, justement, tu peux mettre en place ce dont tu as besoin et ce que tu estimes nécessaire pour réussir à long terme. Ouais. Et donc, on s'est lancé pendant 4-5 mois, sur un projet de création dans la creator economy. Et finalement on n'y est pas allé parce que il y avait trop de doutes et la période de Discovery nous a montré Discovery, donc essayer de comprendre le marché, les best in class, les comportements, les usages des utilisateurs qui pourraient potentiellement être utilisateurs du service. Et en fait il y avait des dead ends dans lesquels on se retrouvait. Et on s'est dit que si on se lançait, c'était vraiment pour un truc qui était sûr et certain de trouver son marché. On était plus sûr à la fin. Et donc on a regardé des rachats de boîtes, ce qui nous permettait de pas passer, tu vois, les premiers mois ou premières années à faire des choses pour lesquelles t'apportes aucune valeur en tant qu'entrepreneur, on va dire, chevronné. Qui ont déjà le product market fit, comme on dit dans nos. Ouais. Après, il faudra débattre de est-ce que le FC Versailles avait le product market fit quand on l'a reprimé. Et donc, on cherchait soit quelque chose où on pouvait résoudre un vrai gros problème, soit un secteur où on considère qu'il y aurait des upsides assez forts, enfin des avantages compétitifs à bâtir sur une gestion, une bonne gestion. Ouais. Je vais pas rentrer dans le truc, mais le lean management, qui est un peu on va dire l'inspiration du modèle de Toyota, est un modèle qui te permet de bien faire les choses et de scaler, de mettre à échelle, si tu veux, la compétence des gens. Et qui te fascine. Moi, ça me fascine. Pour le coup, ça, je suis passionné. Ouais. Pour le coup, je petit intermède, mais je vous conseille
de vous abonner au profil de LinkedIn d'Alexandre, parce que moi j'y ai repassé un petit peu de temps là en préparant l'épisode, et tu donnes beaucoup de valeur. En essayant de pas prononcer le mot lean. Ouais, non mais tu donnes beaucoup de petites clés. Mais en fait, c'est le lean, faut juste voir des gars plus organisés que les autres qui ont bâti des outils qui permettent de bien faire les choses. Mais tu vois, une boîte comme Auchan était profondément sur ce Decathlon pareil, sur ce type d'entrepreneur. Ouais. J'accélère un petit peu le temps. Donc, vous brosez pas mal d'options. Voilà, le secteur sur lequel on a failli partir, c'était les travaux. Ouais. Construction, rénovation, etc. Parce qu'en fait, je constate que tous les gens, que ce soit des promoteurs, des marchands de biens, des particuliers, ont tous des problèmes de travaux. Et en plus, j'adore quand on me dit Monsieur Impossible, qu'on me dit non, mais dans les travaux, tu peux pas, avec les ouvriers, c'est très compliqué. Ouais. Moi, quand on me dit ça, je me dis ok, il y a un truc à aller creuser. Donc, on a pas mal creusé le truc. On a regardé très rapidement avec Fabien écurie F3, F2 et foot. Mais foot. Ta passion initiale. Ouais. Parce qu'en fait, il n'y avait pas de raison qu'on aille sur la passion de Fabien ou la mienne. On a regardé les deux. Et puis d'un point de vue capitalistique, économique, ça fait sens parce que c'est quand même des trucs, c'est des IP qui prennent de plus de valeur. Complètement. Et puis je trouve qu'ils sous-exploitent, en tout cas en F2, F3, je trouve qu'on sous-exploite énormément les sujets de marque, etc. Alors qu'en fait, c'est des sports qui font rêver. Ouais. Donc on a regardé complètement clos toutes les équipes. Il n'y en a pas une qui était à vendre. Et on a regardé le foot rapidement. On a regardé que les clubs parisiens parce que il y a quand même une partie marketing qui est hyper importante pour moi pour pouvoir développer des revenus qui nous permettent d'être rentables à terme. Et donc je voulais pouvoir capitaliser sur un nom, et donc Paris, sachant qu'en plus on vit à Paris, c'était une condition nécessaire. Et donc on a regardé le PSG, un peu trop cher. On a regardé le PFC qui venait de recevoir un invest de Bahreïn pour une valo à 60, je pense, à peu près. Le Red Star, qui est un club que j'adore, que je connaissais quand même depuis pas mal de temps, venait d'être racheté moins d'un an avant. Et donc il y avait pas Trade Atlético, qui était une asso et qui repartait en National 2. Qui revient de remonter en National 1. Et il y a pas mal de petits derbies la semaine prochaine. Bah, il y en a en Ligue 2 et en National. Ça va être sympa. Et donc on regarde et on se dit bon, il y a rien. Et on passe à côté de Versailles. Et je pense qu'à mon avis, on est passé à côté de Versailles parce que Versailles, à la base, pour des non-professionnels, ça parle pas du tout en termes de foot. Et c'est une équipe qui a jamais été en 3e division, en National. Donc il y a pas de. Et donc on passe à autre chose. Et Edmond Tahar, mon avocat, qui fait partie de mes meilleurs amis aujourd'hui, qui m'accompagne depuis l'époque d'Artaud, donc depuis 14 ans, qui est devenu vraiment mon conseil, et pas que juridique, vraiment à tous les niveaux, me dit, mais alors vous avez trouvé ? Donc je lui dis, bah non, on a abandonné, on reviendra plutôt après avoir réussi. Ce qui est un peu le schéma classique. Et il me dit, on devrait aller déjeuner avec un ami qui est un ancien gros recruteur du PSG, qui est Louis Ferrer, et qui est devenu agent et client de Edmond. Et donc Louis nous parle du FC Versailles. Et donc avec Fabien, on se dit, Versailles, à la base, non. J'imaginais plutôt ma foot populaire, tu vois, je venais de regarder les Wrexham, etc. Donc Sunderland, etc. Ça m'inspirait bien plus. Mais je me dis, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut racheter la marque Versailles ? Parce qu'elle n'est pas dispo à l'INPI, tu peux pas acheter la marque Versailles. Et donc je me dis qu'il y a quand même un truc assez extraordinaire à faire. On bosse un peu le sujet, on fait une offre au propriétaire précédent, on le rencontre le jeudi, on lui met une offre le lundi. Et donc là on rachète 51% du club. Par la suite, tu fais bientôt fêter jour pour jour la date de rachat. Mi-juin, vous l'avez dans fait 15 la première jours, offre. Non, c'est le closing le 15 juin. Ouais, le closing le 15 juin. C'est en avril la première offre. Et finalement, on a racheté par la suite les 49% restants parce qu'on s'entendait pas avec les précédents propriétaires et que en fait, on s'est rendu compte quand on regarde un peu dans le passé qu'on savait avec le projet qu'on avait envie de mettre en place qu'il fallait en fait pouvoir aller vite et ne pas avoir à négocier des éléments qui nous paraissent essentiels dans la stratégie et la mise en œuvre du projet. Donc on a... je te coupe, pardon, t'es hyper transparent sur les chiffres, donc c'est un club que vous avez racheté 3 millions.
On a 1,5 racheté 51% sur une valo à 3 millions. Ouais. Et à peu près, parce qu'il y a des lock-up, il y a un barème sur le rachat du 49% restant, mais plutôt sur une valo à 1,5. Ok. Mais bon, ça veut rien dire parce que le club, l'année dernière, faisait 8 millions d'euros de dépenses. Normalement, on commence par le chiffre d'affaires. Ouais. 8 millions d'euros de dépenses et 300 000 euros de revenus. D'accord. Voilà. Donc là, cette année, on fait beaucoup plus de chiffres et moins de coûts. Ouais. Mais il y a du cash à remettre systématiquement. Donc, d'accord. Donc c'est pas le sujet de la valo, il est inexistant. Et ça c'est un type de deal et d'achat que tu peux faire en levant de la dette, ou c'est du pur equity pour aller chercher ça. Les banques, c'est même pas des gens à qui tu as été parlé vu le type d'actif. Si. Ouais. Uniquement c'est banque. Quoi ouais, uniquement banque. Ok. Mais ça a pris beaucoup de temps parce que moi j'avais prévu de mettre une certaine somme. Je pensais d'abord on pensait faire du chiffre plus vite, de chiffres plus vite. Finalement, on a bien géré l'année, mais le début a été moins rapide que prévu. Surtout, je pensais partager les pertes en deux, et je n'imaginais pas racheter 49% du club. Donc, en termes de trésor, j'ai eu beaucoup de mal à gérer sur cette première année, et tout est rentré dans l'ordre. Mais bon, j'ai passé beaucoup de temps à rencontrer beaucoup de banques pour pouvoir justement trouver celle qui convenait pour nous aider au financement. Moi, j'étais un peu surpris que tu te lances dans le foot. Moi aussi. Il y a quelqu'un que tu connais peut-être qui s'appelle Pierre-Antoine Capton, qui est patron du Stade Malherbe de Caen maintenant. Moi, je le connais, lui, il ne connaît pas, mais moi, je le connais. Ouais. Qui dit, grosso modo, j'ai peut-être plus les chiffres en tête, mais le Stade Malherbe, c'est 5% de mon temps, mais 90% de mes emmerdes. 2% de mon temps, non? Ouais, peut-être qu'il dit. Je l'ai entendu, je pense que tu l'as même dit dans un autre Exactement. épisode. Je l'ai dit dans un autre épisode, tu vois, je me renouvelle pas beaucoup. Je peux pas trop me comparer à ça, parce que moi, c'est un projet entrepreneurial, c'est pas un investissement. Ouais. C'est un projet de très long terme. Enfin... Ouais, mais Enzone sans être là, tu vois, Ouais, toi, je sais, moi, c'est un projet entrepreneurial. On est 3 actionnaires aujourd'hui. Donc, Fabien et moi, on est à peu près 90%. On est 100%, on est dirigeants, 100% opérationnel. Ouais. Et donc ça s'applique pas à moi, le 2% de mon temps, 90% de mes emmerdes, parce qu'en fait c'est 100% de mon temps, 100% de mes emmerdes. Ouais. Mais en réalité, les emmerdes, moi je les vois pas comme des emmerdes, parce que c'est juste de la résolution de problèmes au quotidien, et c'est inhérent à n'importe quelle entreprise. Et puis surtout, tu vois, dans le modèle que nous on met en place, c'est en fait on est des drogués aux problèmes. On adore les problèmes. Ouais. Parce que les problèmes te permettent c'est des opportunités en fait de faire mieux. Donc nous on les voit pas du tout comme des emmerdes. Les problèmes ou les emmerdes dans un club de foot, elles sont peut-être plus plurifactorielles, elles prennent des formes complètement différentes. T'es à l'intersection entre le business, le marketing, comme dans n'importe quelle boîte. L'influence à une certaine échelle. Mais je vais agacer beaucoup de gens, mais de toute façon j'ai l'habitude. T'as un sujet de stade, t'as un sujet politique, t'as un pareil, sujet de riverain. Quand t'es chez Auchan, t'as des sujets de riverain, t'as des sujets politiques. Mais quand t'es chez Auchan, mais quand t'es dans une échelle de boîte où t'as 40-50 salariés. Tu vois, t'arrives tout de suite. Ouais, mais regarde par exemple, moi mes meilleurs potes, ils ont une boîte de prod, une grosse boîte de prod, gérer un tournage, tu n'imagines même pas les merdes qu'il y a à gérer sur un tournage. J'ai mon demi-frère Alexandre Chantry, que tu connais peut-être, qui est un entrepreneur incroyable, qui s'est lancé dans le rachat. Il a été numéro 2 d'Auchan à une époque. Il s'est lancé dans le rachat d'une entreprise d'emballage industriel, petite entreprise, je dis des conneries, mais il doit avoir 15-20 salariés. Au début, c'était des merdes quotidiennes à gérer. C'est lui qui allumait la prod le matin, et quand t'as une personne qui part alors qu'il maîtrise le savoir-faire, c'est des gros sujets. Et moi, je pense qu'en fait, je pense que les gens font tout un monde des problématiques du foot. Alors oui, c'est particulier parce que le moindre de tes faits et gestes, il est scruté à la loupe et les gens parlent. Mais réellement, bon, pas beaucoup plus que ce que tu as pu connaître. Après, je pense que ça a été tellement lourd, ce que j'ai vécu aussi chez Auchan. Il y a eu tellement de sujets que peut-être que je suis un peu vacciné à ça. Ouais. Parce que là, on échangeait sur les sujets de stade. C'est une inconnue assez forte pour toi dans quelques années. Voilà, ça je le vois plutôt comme un challenge. Ouais, ok. Plutôt comme une emmerde. Parce que on le sait. Enfin, même moi qui connaissais rien au foot, je sais que les infrastructures, et tous les présidents qu'on a rencontrés de toutes les divisions nous ont dit les infrastructures. Donc on le savait avant d'arriver. Ouais. Et donc on savait que ça allait arriver un jour ou l'autre. Ouais. Donc, la petite info, c'est que le PFC langue sur Jean-Bouin, là où vous jouez. Ouais. J'avais une petite question, c'est que bon, t'as le petit-fils de Gérard Mulliez qui arrive dans le foot. Est-ce qu'il n'y a pas le risque de
d'être considéré comme le Nasser du national. T'as pas eu cette... Si. Ouais. Mais je pense que plus que mon nom de famille, c'est ce qui s'est passé l'année dernière. Ouais. Qui a surtout assis cette réputation de Qatar du national, parce que c'était déjà le nom du club, le surnom du club avant qu'on arrive. Je sais pas si tu avais vu dans la presse. Parce qu'en fait, les présidents propriétaires avaient choisi, alors c'est une stratégie, de mettre uniquement le paquet sur les salaires des joueurs. Ouais. Et nous, on n'a pas du tout cette vision-là. J'ai vu une vidéo de Dembaba qui a repris le joueur de Chelsea, que je connaissais pas du tout. Enfin, je connaissais à peu près en tant que joueur, mais surtout j'aime beaucoup ce qu'il raconte. Et en fait, on a exactement la même vision. C'est nous, on veut builder en fait tout l'équipage autour qui va permettre de faire grandir le club, alors que l'année dernière c'était uniquement les salaires. Donc il y a eu un impact hyper fort sur le championnat national, où en gros pour performer t'étais obligé cette année, donc on a en plus été 2 fois victime de ça, pour performer t'étais obligé d'avoir des joueurs avec des salaires assez importants. Ouais. Et je pense que l'inflation entre l'année dernière la saison dernière et cette saison, celle qui vient de se terminer, il a été énorme, et on en a pâti aussi assez fortement. Ça a été un de vos premiers gros chantiers de réduire cette masse salariale ou de la... même pas de la réduire, parce que de la réduire par rapport à la saison dernière, bien sûr. Mais on avait je pense qu'à un moment on avait 70% de la masse salariale qui jouait pas. Ouais. Et on était encadré par la DNCG parce que il y a eu des dettes pas possibles de l'année dernière, l'URSSAF était pas payé, etc. Donc ça a été compliqué. Nous on a choisi de jouer la transparence avec la DNCG, parce qu'en réalité on dit qu'ils sont durs, mais ça reste juste des gens qui ont leur métier, c'est de contrôler. Donc si tu leur donnes toutes les infos, ça facilite un peu les choses. Donc on a été quand même contraint en termes de masse salariale. Donc il nous restait un tout petit peu de budget. On a eu quelques joueurs qui ont accepté de baisser leur salaire. Ça, je pense que c'est du presque jamais vu dans le foot, qui nous a permis de dégager un petit peu de capacité de financement, capacité de recrutement. On a recruté des jeunes qui nous ont coûté très peu, mais qui ont beaucoup joué. Tu vois, Kevin Nadje, par exemple, tu l'as vu. Bien sûr, avec les tresses. Kevin, aujourd'hui, il est sollicité par les plus grands clubs européens. L'année prochaine, il va sûrement jouer la Ligue des Champions. Il était à la réserve de Laval. Donc, mais je pense que de toute façon, la frugalité, si je dis rien en disant ça, j'ai bien conscience, mais la frugalité te force à être beaucoup plus dévoué à ce que tu fais et beaucoup plus créatif. Et Salomon Kachala, notre directeur sportif, a été trouvé des pépites. Mais donc on n'a pas pu diminuer. On a eu un plancher de à peu près 1,8 million d'euros à peu près cette année. On n'a pas pu passer en dessous, et l'année prochaine le but de jeu c'est de faire avec moins et plus. Ouais. Donc tu as réussi à te maintenir cette année après ta première année d'exercice. Après notre bizutage. Ouais, après votre bizutage. Je vais reprendre le titre du livre de Fabrice Bocquet que tu as un petit peu lu, que j'ai lu, qui dit que l'important c'est les 3 points, et je vais te citer toi. Je vais te dire, le FC Versailles n'est pas un club de foot, c'est une entreprise de divertissement. Est-ce que les deux sont compatibles ? Moi, je pense qu'ils sont absolument compatibles, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne voient pas assez loin quand ils disent que le foot business va écraser le foot traditionnel. Quand je dis entreprise après c'est une accroche de post LinkedIn. Tout à fait. Non, mais nous en fait on est une usine à produire des émotions. Ouais. Plus précisément, on est une usine à produire des émotions, et aujourd'hui on a fait un gros travail d'organisation de la boîte par flux de valeur. Parce que le but du jeu, c'est de vraiment scinder toutes les actions, toutes les opérations qui sont faites, pour que tu puisses les lire, pour que tu puisses lire vraiment l'activité de ta boîte, et essayer d'optimiser ton lead time, le rythme de production, etc. Et on considère donc que ces flux de valeur, c'est un peu comme des usines, et on a 8 usines différentes. Ouais. Et on a une usine qui est gagner des matchs, on a une usine qui est vendre du merchandising, on a une usine qui est recruter, on a une usine qui est créer du contenu, qui est un énorme sujet pour nous. Et donc, effectivement, il y a une partie divertissement, mais il y a une partie aussi formation, il y a une partie trading. On n'est pas que ça, mais oui, on est une entreprise de divertissement en partie, parce que l'un de nos produits phares, c'est d'organiser des matchs de foot, en fait. Ouais. Et est-ce que c'est compatible ? Moi, je pense que c'est ultra compatible. Il faut pas se leurrer non plus. Si tu fais pas de business, à un moment, tu meurs. Et je pense qu'on a eu quand même pas mal d'exemples en France qui montrent que quand c'est pas bien géré, qu'on n'a pas le côté business en tête, le foot, désolé de le dire, mais le foot
empathie. Et donc nous on a plutôt une vision où on veut faire de l'entrepreneuriat, le faire de la bonne manière, je sais pas si on peut dire de l'entrepreneuriat social, mais en tout cas de faire bien les choses, mais intelligemment, de faire rentrer un maximum de revenus, et je l'assume à 100% en disant ça, parce que c'est en faisant rentrer un maximum de revenus qu'on va pouvoir améliorer toutes les usines qui sont les nôtres, et en particulier celle qui est de jouer des matchs. Et donc ça veut dire investir dans les infrastructures pour mieux performer, investir dans le staff, investir dans les joueurs, etc. Parmi les industries, enfin les usines dont tu parles, il y a l'usine quand même, on va dire contenu, positionnement marketing du club. Je sais pas si ça fait partie de tes usines, mais tu as un parti pris qui est assez fort, assez distinctif par rapport à d'autres clubs et encore plus des clubs de national. Tu as décidé d'axer sur la Gen Z. Tu t'es mis TikTok first, tu as une équipe de prod de contenu et quand on regarde un petit peu ce que vous postez, c'est quand même assez différent de ce que peuvent faire d'autres clubs. Pourquoi partir du principe qu'on veut attirer la Gen Z, c'est genre on attire la Gen Z, donc on attire des annonceurs parce qu'il y a de plus en plus d'annonceurs qui se mettent sur la Gen Z. C'est tactique. C'est ma question. En gros, quand on a commencé à s'intéresser à Versailles, donc j'en ai évidemment parlé à plein de mes potes dont certains sont fans de foot, et me disaient mais pourquoi tu t'y intéresses, l'histoire est marquée depuis 1989, donc tu te compares au Red Star qui est de 1897 au Wrexham ou au Havre. T'as pas d'histoire à raconter, mais en tout cas tu vas pas être mieux disant qu'eux pour raconter une histoire et l'associer à ta marque. En termes de supporters, je pense que l'année dernière il devait être 500 ou 400, donc il y a une toute petite communauté de supporters. Tu devrais pas y aller. Qu'est-ce que tu fais là en fait? Et moi je leur ai dit, vous avez pas compris, c'est ça l'avantage de dingue de ce projet, c'est qu'on a très peu de personnes à décevoir. Et donc quand tu as très peu de personnes à décevoir, tu peux décider de targeter, de cibler une frange de population extrêmement restreinte pour faire un produit qui est pas protéiforme mais qui ressemble vraiment à quelque chose. Et donc pourquoi est-ce qu'on a ciblé, notre cœur de cible, c'est les 15-25 fans de e-sport et de football ultra connectés. Donc c'est pas que la Gen Z, c'est vraiment la Gen Z ultra connectée et quand même qui aime le foot et le e-sport. Bon, ça reste quand même une grosse partie de la Gen Z, effectivement. Mais au moins, c'est clair que c'est ça qu'on target. Et pourquoi est-ce qu'on a choisi ces gens-là ? C'est un peu une stratégie marketing. Seth Godin en parle vachement bien. Si tu si tu cibles qu'une seule frange de population, donc ton discours de com, les produits que tu crées, que tu conçois, etc., tu auras quelque chose de très singulier, qui ressemble à quelque chose de très fort. Et quand cette frange spécifique de population a une capacité d'influence forte, en gros peut-être un bon ambassadeur des cercles concentriques autour d'eux, et t'as tout gagné, parce que nous on s'adresse à la Gen Z. Toi tu recevras jamais une communication du FC Versailles, c'est pas sympa, je suis sauf si tu achètes des places d'hospitalité, mais moi je te parle de B2C là. Et en fait eux vont venir au stade, mais vont emmener leur grand frère qui aura peut-être plus de 25 ans, leur grand-mère, leur grand-père, etc. Donc on aura une clientèle qui sera globale, parce que le foot c'est un sport global, ça va de 2 à 100 ans, mais on s'adresse uniquement à cette génération Z parce qu'on considère que c'est le move le plus intelligent aujourd'hui. Et je pense que beaucoup de clubs rêvent de pouvoir faire pareil, sauf qu'ils ne peuvent pas le faire. Parce qu'ils doivent s'adresser à la Gen Z, aux boomers, Gen Z, mais qu'ils ont peut-être plus de legacy qui est un peu pesant. À cause de ce legacy, justement. Et quand tu regardes les marques aujourd'hui, LVMH et toutes les entreprises que je connais aujourd'hui essayent de targeter cette génération Z. Vous êtes nativement. Voilà, nativement. Et tu vois, tu parlais de notre Content Factory, donc l'équipe de Louis Desloges qui est notre Chief Marketing, qui lui a 23 ans. Le plus vieux de notre équipe, c'est notre photographe, c'est Thomas qui a 26 ans. J'aurais préféré qu'il reste à 25 pour le bien de l'interview là, mais en gros ce que je veux dire c'est que les gens qui s'adressent à cette frange de population sont cette frange de population. Et ils sont en circuit court, on leur a laissé toute autonomie, on est entre guillemets des chiens parce qu'on les challenge énormément, mais on a recruté des gens qui aiment le feedback et les critiques, mais c'est eux qui décident de tout. Louis et son équipe décident de ce qu'ils vont poster, mais en fait c'est comme s'ils s'adressaient à eux, donc en fait il y a une déperdition qui est très faible. Dans les autres positionnements assez singuliers qu'on peut observer chez toi, c'est là tu viens d'annoncer une signature avec Combini qui est le sponsor maillot, tu viens d'annoncer l'arrivée de Pierre Gasly en tant qu'associé, donc ça amène beaucoup de fame sur le club, je pense que qui est décorrélé quasiment par rapport à l'importance sportive actuelle du FC Versailles.
Qu'est-ce que ce Combini, est-ce que Gasly, par exemple, ont apporté? Est-ce que tu as vu un fléchissement particulier depuis l'annonce de ces partenariats? Je vais répondre est-ce que tu connais les Savannah Bananas? Non. C'est un club de baseball, d'exhibition aux États-Unis, je sais plus dans quelle ville. Donc ils sont affiliés à aucun championnat. Et ils sont aujourd'hui 10 fois plus gros que certains clubs historiques aux États-Unis, parce que justement ils ont été capables de créer quelque chose autour de leur marque, autour de leur club, qui est effectivement très différent de ce que peuvent faire ceux qui sont, je sais pas comment fonctionne le baseball, mais il doit bien y avoir une 10e division en baseball, parce qu'en fait c'est une histoire qu'ils racontent. Ils racontent une histoire, ils ouvrent leur club, ils organisent des événements qui sont hyper intéressants. Et donc ils ont créé quelque chose d'hyper fort alors même qu'ils sont même pas en championnat. Et nous on considère que c'est pas parce qu'on est en national en fait qu'on n'a pas le droit d'essayer de créer quelque chose qui se différencie de ce qui existe aujourd'hui. Donc on l'a fait en se mariant avec des entreprises comme Combini, mais pas que, et avec un associé qui est Pierre, qui correspond à un sportif, mais aussi un influenceur, un trendsetter, etc. Et donc c'est le début de notre histoire. Aujourd'hui, on essaye de s'associer avec plein d'autres entités, physiques ou morales, pour justement pousser à ça. Et je pensais que la question allait porter sur l'origine de ces deux entités, c'est qu'ils sont tous les deux français. Et nous, on veut vraiment développer un club à terme 100% français. Aujourd'hui, on l'est déjà par le capital. Il est détenu par trois entités 100% françaises, Fabien, Alexandre et Pierre. Nos sponsors, aujourd'hui, c'est 100% français. Et donc, on a eu beaucoup de sollicitations alors, ce qui est triste, hein, mais de beaucoup de grosses marques étrangères qu'on refuse aujourd'hui. Et ça peut paraître fou parce qu'on a besoin de développer du chiffre, etc. Mais nous, on pense qu'à terme, nos partenaires vont vouloir s'associer à nous parce que l'histoire qu'on raconte, elle est singulière. Et moi, je suis pro-français, je suis profondément français, mais je suis plutôt alors je veux pas rentrer dans des débats politiques, mais je suis plutôt de gauche, centre-gauche, et j'ai envie d'être vraiment un club étendard qui porte haut et fort, tu vois, les couleurs de la France, mais la France d'aujourd'hui. Et je pense que ça doit être suivi d'actions, parce que c'est pas simplement des paroles, et donc les actions, et donc c'est pas rien, hein. C'est 100% français en capital, 100% français en sponsoring, et je pense qu'on va passer à côté de pas mal de chiffre d'affaires cette année, mais on espère qu'il va y avoir quelque chose qui va se créer autour et de gens qui vont vouloir se rallier à notre projet, et à terme peut-être, mais bon, je pense que ça va prendre plusieurs années, avoir des joueurs qui sont au moins de nationalité française. Et quand je dis ça, c'est pas une équipe de petits blancs de pure souche française. Je veux justement une équipe qui soit diverse par ses origines, qu'elle soit sociale, éthique ou autre, ethnique ou autre, pour en faire un truc qui ressemble à la France d'aujourd'hui, quoi. Le temps file, Alex, c'est incroyable. Je sais que dans cette équation du FC Versailles, tu as énormément de nouveaux ingrédients, enfin des ingrédients qui sont pas les ingrédients que d'autres clubs utilisent. Est-ce qu'il y a la partie contenu? Je sais que tu es sur un projet de documentaire, je crois que tu l'as aussi dit. Un petit peu dans la lignée peut-être d'un Wrexham ou enfin, tu vas nous dire finalement quelle direction ça va prendre, parce que je sais que vous étiez en discussion. Je t'ai montré le trailer en plus, non? Non, tu m'as pas montré. Tu m'as pas montré, mais du coup, je suis curieux de savoir quelle orientation tu vas prendre finalement. Alors, et pourquoi ce documentaire, alors qu'encore une fois, tu n'es qu'en national, mais justement, enfin, il faut décorréler le niveau sportif de l'ambition marketing. Donc ça, c'était ma première question. Et qu'est-ce que tu explores d'autre comme nouvelle manière de faire, tu vois, comme nouveaux ingrédients? Ok. 2 questions dans une, désolé, mais il faut qu'on avance. Donc la série, en gros, pour faire simple, donc je t'ai parlé de vision et de stratégie là, mais on a pour ambition, il y a 5 enjeux, dont évidemment performer sportivement à long terme. Et d'ailleurs, je tiens à dire que tu m'as dit, on fait l'interview qu'une fois que je suis sauvé en national. Donc tu étais très soucieux d'abord que sportivement ça soit ok. Non, je tiens à le dire. Et puis surtout, si on avait échoué, même si là c'est pas glorieux d'avoir fini 9e, je pense qu'on a une très belle deuxième partie de saison qui commence à montrer que ce qu'on met en place peut avoir de la valeur. Bon, l'année prochaine le dira, on reviendra peut-être dans un an. Je reviendrai peut-être dans un an. Donc premier enjeu, performer sportivement durablement. Et le deuxième, c'est faire rayonner le club, la marque FC Versailles. Et donc pour ça, et c'est encore en train d'évoluer, mais quand on a posé le projet, on avait un premier axe stratégique qui est développer le contenu. Mais le contenu, c'est par définition organique, donc c'est progressif. Et donc on va pas du jour au lendemain exploser sur les réseaux, etc. Même si on a fait quand même du bon boulot.
Parce que tu vois, sur TikTok, si tu n'as rien de bien réseau, sûr. On a trouvé vraiment des brèches, clés. Des clés assez intéressantes. Et en fait, on s'est dit, OK, pour aller vite, parce qu'à un moment, mon rôle aussi, c'est de faire monter les choses rapidement. On s'est dit qu'on avait 2 choses à disposition qui pouvaient être pas mal, parce qu'on a un projet qui est singulier, encore une fois. En tout cas, on le market de manière assez singulière. C'était de s'associer avec quelqu'un qui a une influence relativement forte. Et donc, on a regardé des créateurs, on a regardé des créateurs de contenu, donc des Kamel, des Kameto, des Amine, etc. et des sportifs de haut niveau. Et donc, on a fini par s'associer avec Pierre, parce qu'il était tout en haut de la liste. Et la deuxième chose, c'était de faire une série sur le rachat et le développement du club. Ouais. Et donc on a signé avec un producteur qui est Media One, donc tu parlais de Pierre-Antoine Capton tout à l'heure. Donc ce sont nos producteurs aujourd'hui, et là on est en train de négocier avec des grosses plateformes pour pouvoir diffuser surtout tourner le plus vite possible, parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à révéler au grand public. Et pourquoi est-ce qu'on pense que c'est intéressant pour un diffuseur de parler de nous? C'est d'abord qu'il y a la marque Versailles quand même. Ouais. Qui rend le truc un peu attrayant. Il y a ton histoire perso. Il y a mon histoire perso, je pense aussi, même mon nom de famille, etc. La plupart des gens dans ma situation sont plutôt à ne pas communiquer. Et moi, j'aime la transparence. Donc tout ce que je fais, je le donne en transparence totale. Ça me permet d'être beaucoup moins stressé sur les secrets qui doivent être gardés. Il n'y a pas de secret. C'est beaucoup plus simple à gérer. Et le fait, en fait, qu'on va, par cette transparence, faire rentrer les gens comme si en fait ils jouaient à Football Manager. Et on va tout discloser dans la mesure du possible. Tu vois, si on peut aller jusqu'au salaire des joueurs, on ira. Mais on veut vraiment tout dire, quoi. Très bien. Donc l'article contenu docu, merci. Voilà, c'est venu là-dessus. Quand est-ce que le trailer il est disclosable? Bah non, du coup. Le trailer en fait c'est un document professionnel, parce que c'est dans la mallette des producteurs. C'est comme ça qu'ils vont convaincre les. J'avais un peu l'espoir qu'on le voit diffuseurs publiquement, mais. Non, mais je peux te le montrer. Et donc voilà. Mais je suis plutôt très confiant, parce que là, avec même Pierre qui est arrivé, avec Combini, avec tous les gens avec qui on va travailler, le storytelling, ce qui s'est passé, je pense que ça ira. Et la deuxième chose, c'est sur quoi est-ce qu'on travaille? C'est quoi les autres ingrédients un peu nouveaux, innovants que tu explores? On a un petit peu échangé sur Fantium, par exemple. Sur Fantium, tu sais, le fait de faire de. Ah oui. Tu le dis peut-être autrement, non? Je sais pas. En réalité, on a tellement déjà de choses à mettre en place qui sont lourdes pour une équipe qui est toute petite, parce que le contenu, quand j'ai vu des équipes de 25 personnes pour créer du contenu pour des clubs, nous, il y a un photographe, un vidéaste, un DA et notre directeur marketing. Et donc, on est en équipe ultra réduite, et on veut rester le plus... Alors, on a des gros recrutements cette année, parce qu'à un moment, tu peux pas en fait demander à un commercial de faire du marketing ou de la finance. Donc, tu es obligé d'avoir les bases nécessaires. Mais on veut rester vraiment le plus agile, le plus rapide et le plus efficient possible. Et ça passe par des équipes à taille humaine. Donc, il faut qu'on choisisse. Et moi, je pense qu'une entreprise, même quand elle a les capacités d'avoir des grandes équipes, il vaut mieux se concentrer sur des priorités. Donc je pense que nous, on va faire d'abord la meilleure série qui soit, on va faire la meilleure fan expérience qui soit, et on va faire du classique, quoi. Et donc aujourd'hui, on veut pas faire de l'innovation pour l'innovation. L'innovation, on l'a fait parce qu'on en a besoin, et si on n'en a pas besoin, on n'y va pas. Ok. On est déjà à plus d'une heure d'épisode. Je t'avais dit qu'on allait rester sur 1 heure, mais tant pis, on déborde un peu. Question un petit peu plus tôt de la fin. C'est quoi le plus gros risque pour ce projet? Le plus gros risque, il reste sportif quand même. Même si on essaie de se détacher dans ce que je te dis, dans la construction de la marque, je pense que le plus gros risque, il est sportif, parce que si on était descendu cette année en N2, la N2 pour remonter, c'est compliqué, donc tu peux prendre 2 à 3 ans de retard et donc financer 3 ans de plus de cash burn. Donc il est principalement sportif. Mais même si on descendait, de toute façon, je lâcherai jamais. Enfin, je lâcherai pas. Le monde évolue. Moi, évidemment, les pensées, la vision des choses, les visions qu'on a des choses évoluent. Mais moi, je me vois pas partir. Donc, Sachant que l'ambition que tu as posée, c'est la Ligue 2 en 3 ans. Quand tu es arrivé. Pourquoi la Ligue 2, pourquoi ce plan finalement à 3 ans? Est-ce que t'as déjà aussi défini un plan à 5 ou 10 ans où tu dis, de toute façon, les cycles, c'est moi, j'ai mon rêve à 10 ans. On peut pas être plus de 3 ans. Alors, c'est quoi ton rêve à 10 ans? Mon rêve à 10 ans, je le garde pour moi. Mais en fait, je considère qu'à partir du moment où ton projet, le cœur névralgique de ton projet, il est sur le développement des gens,
comme une équipe de foot, tu vois, de développer les gens, que ce soit comme une salle d'entraînement, ton entreprise, et c'est ça ton focus, et qu'en plus tu te projettes à long terme, et qu'en plus tu maîtrises ton actionnariat, c'est-à-dire qu'en fait les gens qui dirigent, qui sont sur le terrain, ceux qui prennent les décisions, je vois pas pourquoi est-ce qu'il y aurait des limites en fait. Un an bientôt que tu fêtes ton premier match. On n'a pas parlé d'ailleurs de ton premier match, comment c'était, mais c'était une de mes questions, mais on n'a plus trop le temps. C'était quoi les learnings les plus structurants sur toi et sur ce nouveau business que tu as adressé depuis cette année, depuis ces 12 mois-là? Je fais 2 questions en une question maintenant. Attends, une à la fois. Vas-y. C'est quoi les plus gros learnings que t'as eu sur toi à travers cette expérience? J'en ai un peu parlé. Je pensais être un super manager. Je pense que je suis pas un mauvais manager, mais je pense que j'ai compris avec Fabien que je n'étais pas un grand manager. Qu'est-ce qu'il fait de mieux ou qu'est-ce que tu fais de moins bien? Il a beaucoup plus de patience que moi et je pense qu'il est bien plus capable que moi de se mettre à la place des gens. Je suis capable de le faire, mais plus dans des sujets de vision, tu vois, de conception produit, etc. Mais dans le day-to-day. Je suis très brutal dans le sens où j'envoie beaucoup de choses. C'est le catch the ball, on appelle ça, et je le fais, je pense, de manière trop décorrélée en fait de la situation à date. Et Fabien a une capacité à maîtriser la physionomie de l'entreprise à date de manière beaucoup plus importante que moi. Et je pense que c'est un élément essentiel du management, c'est de vraiment comprendre en fait qui t'es en face de toi, à quel niveau est-ce qu'ils sont, où en est la société, la boîte. Et donc voilà, ça a été plutôt très positif parce que ça me permet en fait de mettre sur mes sujets d'autres sujets. Vision leadership. Voilà. Et deuxième question, c'était. C'est quoi l'apprentissage un peu professionnel? Alors finalement c'est assez professionnel, tu vois. Je m'attendais à ce que tu me fasses une réponse un peu plus personnelle, mais c'est pas grave. Finalement, ça fait 1 an que tu diriges un club de foot. T'as dirigé des boîtes un peu plus classiques, même si t'es en train de me dire finalement on a les mêmes emmerdes dans un club de foot que dans une autre boîte. Est-ce qu'il y a un truc qui est quand même un tout petit peu symptomatique du club de foot auquel tu t'attendais pas et qui a été l'œuvre de ton apprentissage cette année, tu vois? Le fait que ça déchaîne les passions, même à un échelon comme la 3e division nationale. Donc ça complique un petit peu les choses. Mais encore une fois, donc on peut dire que c'est une spécificité du football. D'autres me disent que le fait qu'il y ait le coup près le vendredi soir, c'est ça, je pense que tu as eu des invités qui en ont parlé. Nous, avec justement le Lean Toyota, on essaye de mettre, même dans une entreprise traditionnelle, on essaye de mettre des coups près le vendredi soir, dans le sens où on veut que la personne qui rentre à la maison, on est très dans la compète, tu vois, rentre à la maison en voiture, se dise est-ce que j'ai gagné ou j'ai perdu cette semaine. Donc c'était déjà que ça soit quelque décorrélé chose du résultat de l'équipe première. Alors non, mais je parle imaginons chez Auchan ou chez Artaud ou chez n'importe qui. J'ai toujours essayé de faire en sorte que tu puisses savoir à la fin de ta semaine si tu as gagné ou perdu, pour pouvoir te remettre en question dès le début de la semaine prochaine, la semaine d'après. Et donc c'était déjà quelque chose que j'essayais d'atteindre, que j'ai jamais réussi à vraiment bien mettre en place, mais je l'avais déjà en tête. Donc le fait que tu aies effectivement un coup près le vendredi soir, nous c'est plutôt quelque chose de très positif. Mais ça reste effectivement une spécificité, et je pense que la mentalité des joueurs. Moi j'ai une volonté de capter des gens dans l'entreprise et autour du projet à très long terme, des gens qui se projettent et qui se sentent partie prenante du projet. Et les joueurs, pas tous, et d'ailleurs on va tout faire pour, dans notre théorie du recrutement, on va tout faire pour trouver on a écrit qu'on allait tout faire pour trouver des gens qui se projettent vraiment, vraiment dans le club. Tu vois, quand tu vois un City, quand tu vois l'époque Wenger, etc., il y a eu des joueurs qui sont restés longtemps, et j'ai envie d'être là-dedans, mais en particulier en national, et je pense que ça l'est moins, enfin tu peux être plus là-dedans en Ligue 1. En national, ça peut être un peu compliqué. Et donc, en dehors de ça, mais dans tous les métiers, je te reparle de cinéma, de pub, etc., t'as toujours des gestions de profils qui sont assez particuliers. Tu vois, même dans n'importe quelle entreprise aujourd'hui, les techs, c'est des
profils particuliers. Ouais. Les créas, c'est des profils particuliers. Il y en a partout. Mais je pense que dans le foot, les joueurs, c'est un petit peu exacerbé. Ouais. Question de la fin. Est-ce que tu pourrais nous citer une ou deux rencontres déterminantes dans ta construction, dans ta trajectoire? Global ou cette année? Alors, je vais en dire une ou deux globales, et puis une peut-être sur le foot. Tu vois, une qui a été déterminante pour toi dans le foot. J'en ai 3. C'est bien. J'en ai 2 pré-foot et un foot. Alors, déterminant en termes de learning, les 2 premiers sont colossaux. Le 3e, c'est ce qui m'a permis de faire. Mais donc le premier, c'est Bruno Lussato. Ouais. Comment? C'est qui? Qui était un très très grand monsieur, qui a été mon mentor pendant des années, qui a été le mentor de mon père et qui a été le conseil de mon grand-père. C'est un mec qui a été décoré, je pense, Grand Croix de la Légion d'honneur pour sa culture. C'est un gars qui a écrit des bouquins sur la tétralogie de l'anneau de Wagner de 4000 pages. C'est quelqu'un qui m'a permis d'améliorer, de bien mieux comprendre l'art, la littérature, etc. Mais 10 fois plus que ce que tu peux imaginer avoir dans une classe en prépa. On allait au musée Guimet, on se retrouvait à se faire virer à la fin parce qu'il y avait 15 personnes qui le suivaient, tu vois. Donc lui m'a permis de rencontrer pas mal de gens. Ça a été le conseiller aussi de Bernard Arnault. Donc quand j'avais 18 ans, il me disait attends 2 petites minutes, je mets en pause la personne avec qui je suis. C'était Bernard Arnault qui attendait que je termine mon call avec lui. Ce genre de gars, tu vois. Et c'était un peu un grand-père adoptif aussi qui est décédé il y a pas mal d'années maintenant, qui m'a beaucoup aidé, beaucoup aidé. Et je pense la deuxième, c'est Régis Medina, qui est mon mentor, mon sensei. Lynn, que j'ai rencontré grâce à Benoît Charles Lavoiselle et Fabrice Bernard de Théodo, qui m'accompagne depuis maintenant 10 ans dans ma progression Lynn. Et c'est quelqu'un qui m'a apporté une valeur dans l'entreprise inimaginable. C'est le mentor de pas mal de gens qui ont bien réussi, Steve de Conto aussi, les mecs de Théodo, JV Web, etc. Et donc lui, grosse rencontre, et qui est toujours à mes côtés aujourd'hui. Et dans le foot, je dirais Patrice Haddad. Ouais, patron du Red Star. Avec qui on était tout à fait. Pour notre derby. Et tout de suite, en fait, il a été hyper ouvert. Il nous a donné plein de conseils pour nous faire gagner, je pense, des années. Et il nous en a donné un en particulier dont je peux pas parler ici, mais qui nous a permis d'être aujourd'hui plein propriétaire du club, et il nous a poussé à prendre la décision qui nous met dans une situation aujourd'hui qui est, je pense, vraiment idéale pour atteindre nos objectifs, quoi. Très bien. Et généreux, très généreux. Très bon épisode qu'il a fait avec Génération de Victor Self. Je sais pas si tu l'as écouté. Non. Avec Mathieu Stéphanie, il est passé chez Mathieu Stéphanie. Ah bah faut que j'écoute absolument. Ouais. T'aimerais entendre qui dans un podcast comme ça? Et donc la question, tu sais, c'est à chaque fois avec qui tu vas mettre en relation. Alors moi, le problème, c'est que mon réseau sport aujourd'hui, il est assez limité. Ouais. Alors, un récit que t'aimerais entendre. Obligatoirement quelqu'un que je connais ou pas? Non, tant pis. Je dirais Simon Tard. Ouais, pourquoi? Peut être intéressant, ça a été un des grands avocats du PSG. Tout à fait. Il a été président du PSG, président de l'association du PSG, à la belle époque, vraiment à l'époque où le PSG était beaucoup plus proche de ce qu'on essaie de faire aujourd'hui qu'il ne l'est aujourd'hui. Et je pense que son frère, ou eux deux même, ont été cofondateurs du PSG. Donc je pense qu'il y a un truc intéressant. Ou alors Jean-Claude Plessis, que j'ai rencontré il y a 2 semaines maintenant. Sochaux. Ouais. Je pense que j'ai un nouveau modèle. Ouais, je dirais l'un des deux. Bah ouais. Je pourrais tenter. Je peux te mettre en relation avec eux si tu veux. Avec grand plaisir. Non, franchement, ça me ferait trop. En fait, quand je t'ai vu sur la photo avec Plessis, je me suis dit, mais ouais, mais est-ce que tu savais que j'avais la casquette de Sochaux et le maillot de Sochaux ou pas? Ouais, bien sûr. Mais beaucoup de. Ouais, bon, bref. Bah écoute, merci beaucoup, Alex. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté Dream Team. J'espère que cette causerie vous a plu. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, partagez-le à vos amis, mettez plein d'étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Mais surtout, parlez-en autour de vous, à vos amis passionnés de sport. Je vous assure que ça boostera le podcast. Vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn, sur Instagram ou sur Twitter en cherchant Dream Team Podcast. N'hésitez surtout pas à m'envoyer vos commentaires, à partager les épisodes en me taguant et bien sûr à me suggérer des invités.
Pour amener le podcast le plus loin possible, j'ai besoin de vous. Encore merci pour votre écoute. On se donne rendez-vous à la prochaine causerie.